C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, la proclamation provisoire des résultats de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rendu ce mercredi une visite aux militaires et policiers blessés dans les violences survenues dans le centre et le nord du Bénin. Le point dans ce journal. Les pays membres de l'OTAN ont confirmé la fin de la mission en Afghanistan d'ici le 1er mai. Un retrait qui ne sera pas précipité selon le président américain Joe Biden. Voilà pour le sommet de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous l'annonçais en titre, les sages de la Cour constitutionnelle ont proclamé dans l'après-midi de ce jeudi les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Je vous invite à suivre ici un extrait de la proclamation des résultats par le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Fifame Djogbenou. Qu'après avoir effectué les rectifications matérielles et procédé au redressement nécessaire, la Cour, en sa qualité de juge de la régularité de l'élection présidentielle, arrête le nombre des votants à 2 431 414 électeurs. Qu'il en résulte que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre des votants et le nombre d'électeurs inscrits, est de 50,63%. Considérant que de tout ce qui précède, il y a lieu de dire que le scrutin du 11 avril 2021 en vue de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République est régulier, sincère et transparent, et d'en arrêter les résultats ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 431 414. Suffrages exprimés, 2 297 315. Majorité absolue, 1 148 658. Suffrages obtenus par les duos. 1. Alassane Soumanou Paul Humpé, 261 096 voix. 2. Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata, 1 982 534 voix. 3. Corentin Agbelesesi Kowe Irénée Agossa, 53 685 voix. Considérant qu'au terme de l'article 45 alinéa 1 de la Constitution, le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l'organisation d'un second tour. Considérant que le duo Patrice Athanase Guillaume Talon Mariam Tchabi Talata ayant recueilli 1 982 534 voix a ainsi obtenu la majorité absolue requise des suffrages exprimés pour être proclamé élu au premier tour de l'élection présidentielle. En conséquence, article 1er proclame élu au premier tour de l'élection présidentielle du 11 avril 2021, respectivement dans les fonctions de président de la République et de vice-président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon et Mme Mariam Tchabi Talata. Article 2 dit que la présente proclamation est provisoire et ne sera définitive qu'après la décision de la Cour constitutionnelle sur les contestations éventuelles des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. La présente proclamation sera notifiée à Mme Mariam Tchabi Talata et à messieurs Irénée Agossa, Paul Humpé, Corentin Agbelesesi Kowe, Alassane Soumanou, Patrice Athanase Guillaume Talon,
et au président de la Commission électorale nationale autonome et publié au journal officiel. La présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a adressé ce mercredi un message de félicitations à l'endroit du président Patrice Talon et sa colistière après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle par la Sénat. Je vous invite à suivre la substance du dit message au micro de Peggy Ludovic Dagba, Igor Moutondi et Romaric Devauchy. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu public les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Notre duo, le duo gagnant Talon-Talata, signe un chaos limpide, un chaos retentissant, un chaos exceptionnel avec 86,36% des suffrages exprimés, très loin devant les adversaires. Notre pays, le Bénin, vient d'étonner encore le monde. Sans attendre les résultats définitifs, je tiens, au nom de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau et en mon nom propre, à exprimer au président Patrice Guillaume Atanas Talon nos vives et chaleureuses félicitations pour sa brillante réélection à la tête de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, merci à vous pour cette grande vision et cette endurance hors du commun pour le développement, le vrai développement de notre nation. Puisse le Seigneur vous protéger, vous bénir. Puisse l'Esprit Saint vous inspirer pour continuer les 5 prochaines années à donner la preuve que ce pays peut se développer en comptant sur ses propres forces. Ce chaos est le fruit, en effet, d'un parcours audacieux, un cheminement fait d'efforts acharnés. C'est en cela que nous devons vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour votre bilan, on ne peut plus éloquent. Déjà au thème du premier mandat, le travail bien fait paye toujours. Au regard de ce bilan élogieux, le risque assez tentant était là de se dire que tout est gagné d'avance. Et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, que j'ai l'honneur de diriger, a très tôt compris et s'est mis résolument au travail. Pendant la campagne, les Amazones et soldats UDBN sont restés constamment au front, plus déterminés que jamais. Quelle localité n'avons-nous pas écumée avec farouche détermination pour convaincre le dernier électeur à aller accomplir son devoir civique et en faveur du duo Talon-Talata. Je profite de l'occasion pour exprimer notre gratitude à toutes les institutions de la République qui se sont investies dans l'organisation et la réussite de ce grand rendez-vous électoral. Je rends particulièrement hommage aux forces de défense et de sécurité qui ont fait un travail remarquable pour la préservation de la paix dans notre pays. Gratitude également envers les missions internationales et nationales d'observation. L'histoire retiendra que le génie béninois est exceptionnel. Il étonne et étonnera toujours. Maintenant que nous avons vaincu la fatalité, nous devons tous faire place au développement, le vrai développement du Bénin. Chers compatriotes des 4 coins du Bénin et de la diaspora, embarquons tous dans le navire Bénin qui ne va jamais chavirer. Le turbo du développement est là pour nous conduire à bon port. Ici, c'est vraiment le Bénin. Ce jeudi 15 avril 2021, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné un point de presse face aux professionnels des médias. Alain Oronla s'est prononcé sur le processus électoral sans occulter la question du taux de participation qu'il juge satisfaisant. Suivons ici un extrait de ses propos au micro de Clémence Tonoukoin. La Sénat, dans les résultats et les grandes tendances proclamées, a retenu un taux de participation de 50,17%. Ce taux traduit l'enracinement de la démocratie dans l'esprit et le cœur des Béninois. Ce taux est satisfaisant, plus que satisfaisant, quand nous savons toutes les manœuvres qui ont été engagées par ceux qui ont menacé
et dit que cette élection ne se déroulera jamais sans eux. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que, d'une manière générale, l'engouement des peuples, pas que le peuple béninois, pour l'activité politique s'émousse. Ce taux est plus que satisfaisant lorsque nous savons que nous sommes dans un contexte de pandémie. Enfin, ce taux est exceptionnellement satisfaisant lorsque nous savons que l'argent n'a pas circulé. Si les électeurs sont sortis avec un taux constaté et non contestable de 50,17%, avec tous ces facteurs, toutes ces circonstances, nous pouvons véritablement dire merci et bravo au peuple béninois qui a marqué son adhésion au processus démocratique en cours dans notre pays, qui a marqué son adhésion à la gouvernance des candidats, du duo de candidats, proclamés provisoirement vainqueurs. Depuis la validation des candidatures, des duos de candidatures par la Sénat, en passant par l'office de la Cour constitutionnelle qui a entériné ses choix par la campagne, vous-même, que ce soit vous, hommes de médias du Bénin ou ailleurs, ils ont bien vu ce qui a été ourdi et fomenté contre notre peuple et les crimes qui ont été commis. Je voudrais, à la suite du président de la République, vous confirmer qu'aucun crime ne restera impuni. Chaque commanditaire, caché, visible, chaque exécutant, chacun de ces instigateurs répondra devant la justice de notre pays. Le président Patrice Talon était ce mercredi au chevet des militaires et policiers blessés lors des violences de Savè, Bantay et Tchaourou. Le chef de l'État s'est dit meurtri par ce qu'il a vu. Voici le point de cette visite avec Kano François Rumbeli-Rinton. Blessés dans l'accomplissement de leur mission, les militaires et policiers instruits pour rétablir l'ordre lors des violences électorales ont reçu la visite du chef de l'État Patrice Talon dans leur lit d'hôpital. Une situation sanitaire dont la cause est fermement condamnée par le président de la République. Ils sont allés, faute d'avoir pu raisonner les concernés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils le faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Et on entend les gens revendiquer cela pour dire les chasseurs. Un pays dans lequel on dit les gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Au total, 19 soldats blessés, 15 par balle et 4 autres dont les blessures sont liées aux événements. Patrice Talon les rassure de son soutien non négociable. Sachez une chose, dans tous les cas, tout sera fait. S'il faut vous évacuer dans un centre plus spécialisé si c'est nécessaire, tout sera fait sans hésiter. Il leur a promis par la suite que ces événements ne resteront pas impunis. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. D'abord, identifier tous ceux qui ont été instigateurs, auteurs, d'une manière ou d'une autre, afin qu'ils répondent de leurs actes. Et tous ceux qui ont été manipulés, auteurs également, qui sont les moins fautifs. Mais les plus criminels, ce sont ceux qui les ont utilisés, manipulés, pour arriver à une telle situation. Mais le Bénin est un grand pays. Ensemble, nous serons nous relevés de cela pour que le traumatisme ne dure pas trop longtemps. Plus loin, le chef de l'État a exhorté l'ensemble des citoyens pour qu'on n'assiste plus à de tels événements. Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité et de paix afin que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Et en tout cas, moi je m'y engage, je voudrais que les uns et les autres s'y engagent également, et que même le Béninois le plus ordinaire, chez lui, dans son quartier, dans son village, s'y engage, c'est mon exhortation. Au terme de la visite, il ressort que les patients sont hors de danger. Il ne reste qu'à leur poursuivre les soins pour qu'ils retrouvent le plus vite possible leur santé.
En interactualité, l'Europe plus divisée que jamais au sujet du vaccin AstraZeneca, des désaccords notamment autour de l'âge minimal requis pour recevoir une injection, mais également en raison d'un possible cas de thrombose. Le Danemark a définitivement renoncé à son utilisation. Suivons. AstraZeneca, nouvelle source de rupture au sein de l'Union européenne. Parmi les points de désaccord, l'âge des personnes auxquelles le vaccin peut être administré. Au Royaume-Uni, il faisait la fierté du gouvernement, mais le doute a fini par l'emporter. Il faut désormais avoir plus de 30 ans pour se faire vacciner. La France et la Belgique ont fixé cet âge à 55 ans, tandis que l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et le Portugal l'ont fixé à 60 ans. En Europe, seule l'Islande a choisi une limite d'âge à 70 ans. Et malgré les avis favorables du régulateur européen et de l'Organisation mondiale de la santé, le Danemark a décidé hier de renoncer définitivement au vaccin AstraZeneca. Nous avons choisi aujourd'hui de poursuivre le déploiement de vaccins sans AstraZeneca. Ce n'est pas parce que nous pensons que c'est un mauvais vaccin. Nous sommes d'accord avec l'évaluation de l'EMA. Notre décision est donc contextuelle et spécifique à la situation particulière du Danemark. Sachant que nous avons vacciné la plupart de notre population à risque, que nous déployons nos vaccins avec un volume très élevé, même si nous continuons sans le vaccin d'AstraZeneca et que nous avons également un très bon contrôle de notre pandémie. Si le Danemark est devenu le premier pays d'Europe à abandonner le vaccin, il pourrait ne pas être le dernier. La commissaire européenne à la santé avait appelé le 7 avril dernier les 27 pays membres à parler d'une seule voix pour ne pas nourrir la défiance autour d'AstraZeneca. Un appel qui pour le moment n'a pas été entendu. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune a lui aussi pointé du doigt un manque de coordination au sein de l'Union européenne. J'ai un regret, c'est qu'il n'y avait pas d'Europe de la santé au début de la crise. Je suis pour une Europe de la santé, pour qu'on ait des décisions communes qui nous permettent de réagir vite et groupés. Les différents changements de cap concernant l'avenir d'AstraZeneca dans les campagnes de vaccination risquent de retarder le retour à la vie normale. Paradoxal quand on sait que les laboratoires peinent encore à livrer les pays demandeurs dans les délais. 2 ans jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron, accompagné de la ministre de la Culture et de la maire de Paris, se sont rendus ce matin sur le chantier de la capitale. Le monument devrait être de nouveau ouvert au public à partir d'avril 2024. Le 15 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame de Paris, bâtie 850 ans plus tôt, perdait sa flèche, sa toiture, son horloge et une partie de sa voûte. La destruction partielle de ce symbole de la France ravagé par les flammes avait suscité une vive émotion dans le monde entier. Dès lors, les enquêteurs de la brigade criminelle avaient pour mission de retrouver des indices dans les décombres. Compte tenu de la fragilité de l'édifice, ils avaient même dû être formés par des cordistes pour pouvoir effectuer des prélèvements au-dessus des voûtes. Et puis est arrivée l'épidémie de Covid-19 qui a ralenti l'enquête, qui n'a finalement repris qu'en novembre dernier. Mais 2 ans après l'incendie, peu d'éléments filtrent sur l'avancée de l'enquête. Néanmoins, on sait qu'une centaine de témoins ont été entendus lors de l'enquête préliminaire lancée par le parquet de Paris. Alors, accident ou acte criminel? Le 11 février 2020, le procureur de Paris a donné un élément de réponse. À ce stade, aujourd'hui, nous restons sur l'hypothèse qui a fait l'objet d'une communication, l'hypothèse accidentelle. Nous n'excluons jamais rien dans une enquête, mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux aujourd'hui qui accréditeraient une hypothèse criminelle. 1 an après cette déclaration, rien ne semble suggérer davantage la piste criminelle. Les enquêteurs semblent privilégier la piste d'un court-circuit ou celle d'un mégot laissé par les ouvriers qui montaient un échafaudage sur la flèche du monument. En parallèle, plusieurs défaillances dans la sécurité de la cathédrale ont été identifiées, notamment un mauvais entretien des installations électriques, le dispositif d'alarme de l'édifice défectueux, l'appel tardif aux pompiers en raison d'une erreur d'interprétation de l'alarme ou encore un dysfonctionnement du système électrique d'un des ascenseurs. Des failles qui ne seraient pas à l'origine de l'incendie, mais qui auraient laissé aux flammes le temps de se propager dans tout l'édifice. Les analyses des prélèvements sont attendues dans les mois à venir. Elles pourraient apporter de nouveaux éléments de réponse.
On se souvient de l'élan international après le sinistre. Près de 830 millions d'euros avaient été récoltés, des fonds qui avaient fait polémique. L'année dernière, la Cour des comptes avait ainsi pointé du doigt l'utilisation des dons par l'établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame. Des dons censés être exclusivement dépensés pour les travaux de réparation, mais qui auraient servi à payer les salaires du personnel de la cathédrale ou encore le loyer de l'établissement public pour la restauration. Une utilisation des dons désapprouvée par la Cour des comptes. Le problème est qu'il y a une débudgétisation, c'est-à-dire que normalement un établissement public de ce type doit être financé sur des fonds publics. Or là, c'est l'argent des donateurs qui est utilisé et ces donateurs envisagent ces dons uniquement pour la restauration de la cathédrale, non pas pour la valorisation des abords, la communication ou le fonctionnement de cet établissement public. Le chantier de la restauration a déjà commencé. Il vous sera peut-être possible de visiter à nouveau Notre-Dame de Paris dès avril 2024. Les pays membres de l'OTAN ont confirmé la fin de leur mission en Afghanistan d'ici le 1er mai. 36 États, 9600 militaires sont concernés. Un retrait qui ne sera pas précipité, déclare ce mercredi Joe Biden. Le président américain souhaite acter le départ définitif des troupes américaines d'ici le 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats du World Trade Center. Une annonce qui a provoqué la colère des talibans et l'inquiétude de la communauté internationale. Je pense que notre présence en Afghanistan doit être centrée sur la raison pour laquelle nous y sommes allés en premier lieu. S'assurer que l'Afghanistan ne serve pas de base pour attaquer à nouveau notre pays, c'est ce que nous avons fait. Nous avons rempli cet objectif. L'heure est venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique. Ce sont les mots de Joe Biden ce mercredi. Le président américain s'est exprimé sur le retrait de ses troupes sur le sol afghan d'ici au 11 septembre 2021. Après 20 ans de guerre, le président américain souhaite rapatrier ses hommes et mettre un terme à la présence militaire en Afghanistan. Il a remplacé la date butoir, initialement fixée par son prédécesseur Donald Trump et les talibans au 1er mai, afin de laisser 4 mois supplémentaires aux forces américaines et ainsi opérer un retrait ordonné sans précipitation. Un non-respect de l'accord fixé en février 2021 qui ne convient pas aux talibans. Si l'accord est violé et les forces étrangères ne quittent pas notre pays à la date prévue, il y aura sûrement des problèmes et ceux qui ne respectent pas l'accord seront tenus pour responsables. Malgré cet accord entre Américains et talibans signé en février 2020 à Doha au Qatar, la violence demeure à un niveau très élevé sur le terrain entre insurgés et forces afghanes. Des affrontements dont les négociations devaient être relancées par la conférence sur la paix en Afghanistan organisée sous l'égide de l'ONU à Istanbul du 24 avril au 4 mai prochain. Mais ce mardi, les talibans ont prévenu qu'ils refuseraient d'y participer tant que les troupes américaines n'auraient pas quitté le territoire afghan. Quant à la Russie, elle a estimé ce mercredi qu'en revenant sur l'accord, Washington risquait de provoquer une escalade de violence en Asie centrale. Cela soulève l'inquiétude d'une possible escalade du conflit armé en Afghanistan, qui à son tour pourrait saper les efforts du lancement des négociations inter-afghanes. Dans ce contexte, nous répétons notre souhait de préserver un dialogue constructif entre les parties s'affrontant en Afghanistan et pour mener à la fin de ce long conflit. Face aux menaces, Joe Biden a rappelé lors de son discours aux talibans qu'ils devaient tenir leurs engagements. Si les États-Unis ne comptent plus que 2500 soldats sur place, la mission Resolute Support de l'OTAN implique au total 9600 militaires. Les troupes des pays de l'Alliance Atlantique quitteront pour leur part l'Afghanistan comme prévu le 1er mai. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à demain.